l'émission Let's Get Physical. Cette semaine, nous allons commencer avec un numéro spécial en direct de la Station Spatiale Brébeuf. Bonjour à tous et merci à Arthur pour cet accueil. Je me trouve présentement sur la Station Spatiale de Brébeuf dans le système d'Agoba. Et oui, je suis près de l'ancienne maison de Yoda. En parlant de Yoda, je vais vous parler de quelque chose qui m'intéresse grandement depuis que je suis tout petite, Star Wars. Je suis une grande fan de ces films et j'adore, mais j'ai pu remarquer qu'il y avait quelques petites erreurs de physique dans les films. Par exemple, on peut voir tous les personnages, Luke Skywalker, Anakin, et aussi ceux des nouveaux films dont on va moins parler un petit peu, avec des raisons évidentes. On peut les voir marcher sur plein de planètes différentes, comme Hoth, justement le système d'Agoba, Alderaan. On peut les voir sur toutes ces planètes et on a toujours l'impression que c'est la même attraction gravitationnelle qui s'applique. Par contre, on peut voir ici que c'est impossible. En effet, la force gravitationnelle est égale à la constante G fois la masse, par exemple, de la planète, multipliée par la masse de l'objet qui est par-dessus, par exemple moi, sur le rayon de la planète au carré. Donc la distance entre le centre de masse de la planète et l'objet, qui serait moi encore une fois. Puisque l'attraction gravitationnelle est égale à la force gravitationnelle sur la masse, on peut déduire que l'attraction gravitationnelle est égale à la constante G fois la masse de la planète sur le rayon au carré de celle-ci. Sur la Terre, par exemple, on peut parler de force. Donc si on regarde notre même équation pour l'attraction gravitationnelle, on peut voir que si on multiplie par la masse de la Terre et qu'on divise par le rayon de la Terre au carré, l'attraction gravitationnelle devrait être de 9,8 newtons par kilogramme. Et ça, c'est l'attraction qui correspond à quand je marche comme ça, normalement. Si on prend une planète de l'univers de Star Wars, comme Hoth par exemple, on réalise qu'on peut la comparer avec l'exoplanète OGLE 2005 BLG 390LB. Et si on prend cette planète et qu'on comprend sa masse et son rayon et en faisant des règles de 3, on peut approximer que la masse de la planète Hoth est de 1,098 fois 10 à la 25 kg, soit un peu plus que celle de la Terre. Et on connaît déjà le rayon de la planète ici. Et donc, avec la même formule qu'avant, on peut déterminer que l'attraction gravitationnelle sur Hoth serait de 56,5 newtons par kilogramme, ce qui est énorme. Les gens sur cette planète devraient être écrasés par l'attraction gravitationnelle et ne devraient pas pouvoir marcher comme le font les rebelles lors de la bataille sur Hoth. Et bien que des théories affirment que, puisque les planètes ont été occupées par l'Empire et ont été adaptées pour les conditions de vie, Hoth est une planète considérée comme inhabitable. Et donc, il y a très peu de gens dessus, il y a des Tantans, il y a une base rebelle, mais elle n'aurait pas été adaptée. Alors, il n'y a aucune excuse. Sur Mustafar, par exemple, la planète où Anakin perd ses jambes et ses bras, devient en feu et a maintenant besoin d'un respirateur pour le reste de sa vie. Cette planète peut être comparée à une planète de notre système, Kepler 78b. Et donc, en faisant des règles de 3, encore une fois, avec les masses et les rayons connus, on peut déterminer que voici la masse de la planète Mustafar et le rayon de cette planète. Et donc, avec la même règle, on peut arriver à la conclusion que l'attraction gravitationnelle est de 49,6 newtons par kilogramme. Je sais que les Jedi ont la force, mais résister à une attraction comme celle-là, il y a bien des limites. Enfin, je vais vous parler d'Alderaan. La planète où Princesse Leia a été amenée quelques moments après sa naissance à ses parents adoptifs. La planète qui a malheureusement disparu après un premier test de la première étoile de la mort. On parlera pas des physiques de cet événement. Et donc, cette planète ressemble vraiment beaucoup à la Terre. On peut comparer les masses, on peut comparer l'environnement. Et donc, on peut arriver à la conclusion que l'attraction gravitationnelle sur Alderaan est de 4,99 newtons par kilogramme. Sur la planète, c'est 9,8, donc c'est environ la moitié. Alors, on peut penser déjà que on se sentirait probablement vraiment moins lourd quand on ferait des pas, ou quand on sauterait. En bref, sur Alderaan, ça peut pas être correct. Je suis désolée, on a eu quelques problèmes techniques.
Alors sur ce, je peux vous dire que Star Wars, c'est vraiment des films exceptionnels. Je les recommande à tous, le 4, le 5, le 6, même le 1, le 2, le 3. Puis c'est pas mal là que ça s'arrête, ceux que je recommande. Et en fait, je veux vraiment vous dire que même si c'est des excellents films, ça n'empêche pas qu'on peut toujours remarquer qu'il y a des petites erreurs de la physique. Donc, c'était Charlotte Benoît en direct de la Station Spatiale Brébeuf. De retour à toi, Arthur. Merci beaucoup Charlotte. Maintenant, continuons avec notre deuxième séquence cinématographique avec notre spécialiste David. Bonjour, ici David à Ici Brébeuf. En effet, je suis votre expert et je vais vous présenter une deuxième séquence cinématographique du film Final Destination 2. Comme vous pouvez voir dans la première scène, le café du policier se renverse sur sa jambe. Mais il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Voyons, comment est-ce que le café peut tomber si la voiture ne semble pas accélérée et donc il n'y a pas eu de force externe qui vient pousser le café? Ah, mais c'est... Dans la deuxième scène, le camion avec les bûches soudainement fonctionne mal et les chaînes qui relient les bûches ensemble se cassent. Bon, puis là on voit que les bûches tombent vers le côté, ce qui est normal, et ça va venir perturber la circulation sur l'autoroute. Très normal dans un film d'horreur. Mais par contre, ce qui ne marche pas, c'est que dans la prochaine scène, on voit que les bûches qui sont initialement propulsées vers le côté viennent se recentrer sur la voie et ils vont écraser dans la voiture du policier. Cette scène, ça ne marche pas parce que pour que la bûche change de direction, il faudrait qu'il y ait une force externe qui agit dessus. Mais visiblement, on peut voir que ce n'est pas le cas. Et surtout, ça peut... La troisième scène, on peut voir un auto qui fonce dans une bûche et qui se renverse par en avant. Mais quelque chose ne marche pas. Bon, je vous explique. Le centre de masse de la voiture, généralement, elle se trouve vers le bas, beaucoup plus bas parce que à cause du moteur et tout le cartilage en métal. Or, pour que l'auto se renverse, il faudrait que son centre de masse se situe plus haut que le point de collision avec la bûche. Mais non, la bûche est très grande et c'est ça, ça ne marche pas. Aimez-vous les super-héros? Parce que moi, oui. C'est pour ça que la prochaine chronique va être notre chronique super. Aujourd'hui, tout le monde connaît Deadpool. Ce film de super-héros américain réalisé par Tim Miller a connu un succès international avec plus de 780 millions de dollars de recettes internationales. Cependant, malgré sa popularité, ce film reste une histoire de science-fiction. En effet, les capacités démesurées des personnages, autant les héros que les mutants, défient les lois de la physique. Alors, observons cette scène de bataille entre Angel Dust et l'homme acier Colossus. You're gonna do a superhero landing. Wait for it. Woo! Superhero landing. Yeah, that's really hard on your knees. Totally impractical. They all do it. You're a lovely lady, but I'm saving myself for Francis. That's why I brought him. I prefer not to hit a woman, so please play. Nous savons tout d'abord que l'accélération gravitationnelle est environ 9,8 mètres par seconde au carré. Ensuite, le temps a été chronométré, donc environ 2 secondes. La hauteur a été estimée en se fiant à la vidéo, donc au moins 20 mètres. Et pour ce qui est de la masse, selon le site officiel de Marvel, Angel Dust pèse environ 49,90 kg. Puisqu'il s'agit d'une situation de chute libre, nous pouvons utiliser les formules de cinétique. Dans la vidéo, nous pouvons voir que Angel Dust a fait un élan, donc il existe une vitesse initiale. Avec la formule déplacement est égal à vitesse initiale fois le temps plus la demi de la force gravitationnelle fois le temps au carré, nous pouvons isoler la vitesse initiale pour la calculer, ce qui donne environ 0,20 mètres par seconde. Ensuite, pour trouver la vitesse finale, nous allons utiliser vitesse finale est égale à vitesse initiale plus la force gravitationnelle fois le temps, ce qui donne environ 19,8 mètres par seconde. Lors de l'atterrissage d'Angel Dust, nous devons utiliser une autre approche de physique mécanique, soit les forces et les lois de Newton. Posons que l'axe de référence verticale est pointé vers le haut. La somme des forces verticales est donc égale à la normale moins le poids, ce qui est aussi égal à la masse fois l'accélération subie par Angel Dust lorsqu'elle va atterrir sur le sol.
Il faut ensuite chercher la force normale du sol qui poussera Angel Dust vers le haut lors de son atterrissage. Cela nous permettra de trouver la force qu'elle ressentira lorsqu'elle va toucher le sol. Le poids peut être facilement calculé avec P est égal à mg, ce qui donne 489 newtons. La masse et le poids sont maintenant connus, nous devons donc chercher la valeur de l'accélération. Lorsqu'Angel Dust touche le sol, sa nouvelle vitesse initiale sera v est égal à 19,8 mètres par seconde, ce qui est égal à la vitesse finale lors de sa chute libre. Sa vitesse finale dans ce cas-ci va donc être 8 mètres par seconde puisqu'elle va éventuellement s'arrêter en atterrissant sur le sol. Finalement, nous pouvons estimer le déplacement du poignet d'Angel Dust après son contact au sol. En observant la vidéo, le poignet semble être déplacé de 10 cm vers le bas. Attention, puisque le déplacement est vers le bas et que notre axe vertical de référence est pointé vers le haut, la valeur du déplacement doit être négative. Donc, delta x est égal à moins 0,10 mètres. Nous pouvons alors utiliser la formule de cinétique suivante. Le carré de la vitesse finale est égal au carré de la vitesse initiale plus 2 fois l'accélération fois le déplacement. En isolant l'accélération, nous avons 11 960,2 mètres par seconde au carré. Enfin, nous pouvons remplacer toutes les variables nécessaires pour trouver la force normale qui donne 97 325 newtons ou environ 97 kN. Nous pouvons voir ici plusieurs éléments étonnants qui montrent la puissance surhumaine du personnage Angel Dust. Tout d'abord, l'impact énorme des coups de poing donnés par ce personnage à Colossus, un super-héros qui est entièrement constitué d'acier, n'est pas quelque chose que tout le monde serait capable de faire. Et regardez comment elle est capable de retourner à l'envers son rival, dont le corps transformé pèse, selon le site officiel de Marvel, près de 227 kg. Et sans oublier la résistance surnaturelle de la combattante à tous les coups brutaux de Colossus. Cependant, la première chose qui devrait choquer nos yeux est l'atterrissage impressionnant d'Angel Dust. Cette mutante humaine a survécu à une chute importante alors qu'elle est tombée de très haut. En fait, il est possible de faire des calculs pour prouver ce point. En sachant qu'il s'agit d'une question de chute libre, posons les variables que nous connaissons. 97 kN. Sachant que le poids de Angel Dust est à peu près 490 N, 97 kN est à peu près 200 fois plus grand que le poids de Angel Dust. De plus, il ne faut que 4000 newtons pour briser le plus long os du corps humain, le fémur. Donc, il est hors de tout doute que Angel Dust a dû avoir une résistance surhumaine pour survivre à cette chute intense. Merci beaucoup, Heian. Ah, on m'informe que notre journaliste en direct, Yulen, a une séquence à nous montrer. Bonjour, ici à Ici Brébeuf, nous nous apprêtons à effectuer un sondage auprès de personnes totalement inconnues. Hey monsieur, serez-vous intéressé à participer à notre sondage super scientifique de la semaine? Nous avons des biscuits! Oh! Quelqu'un a dit des biscuits? Ok, comment est-ce que je peux vous aider? Donc, nous nous questionnons sur la proportion des gens qui comprennent le fonctionnement des montagnes russes. Alors, expliquez-nous! Ok. Les montagnes russes, là, c'est vraiment simple. Derrière le train, il y a des moteurs, puis c'est pour ça que ça va vraiment vite. Quand ça monte, quand ça descend, c'est vite. Et puis, aussi, on prie pour que ça lâche pas, parce que, sinon, ouais, on meurt. Puis, c'est ça qui est fun pour les montagnes russes, c'est ça? La petite prière là-bas. Non, pas tout à fait. Venez avec moi, je vais vous expliquer ça. Les montagnes russes fonctionnent-elles vraiment comme ça? David a-t-il un cerveau? La réponse, après la pub. Est-ce que ceci vous est déjà arrivé? Vous êtes dans un bar, posé, quelqu'un arrive avec un fusil et vous tire une balle dans le chest? Mais aujourd'hui pour vous, j'ai une solution. Avec cette nouvelle veste, qu'on appelle la veste ABS, pour anti-balistique de sécurité, ou pour nos clients américains, Ball Security, ou BS, vous n'aurez plus jamais ce problème. En effet, cette veste magique enlève complètement l'inertie de la balle. Ce qui veut dire qu'elle veut même plus avancer, elle veut plus vous faire de mal, vous êtes fait un ami. Je vais démontrer ceci avec mon ami Dave. Dave, t'es content d'être ici? Ouais, il est content, il est content. Okay. Alors, il va essayer ça. Ok. Elle est confortable. Oui, en plus, elle est belle. Je vais prendre ce fusil ici, comme vous allez voir, il n'aura aucun dégât
sur David parce que l'inertie de la balle va tout simplement disparaître. T'es prêt? Ouais. Commandez aujourd'hui et profitez de notre offre 1 pour le prix de 2. Contrairement à ce que David pense, la plupart des montagnes russes ne possèdent pas de moteur, donc ils n'avancent pas par eux-mêmes, mais plutôt grâce à la gravité. Toutefois, dans le cas de certaines montagnes russes qu'on appelle à lancement, pour obtenir son énergie, le train peut être propulsé par 2 types de moteurs. Soit un moteur linéaire, qui est composé d'une série d'aimants situés sur les rails, qui sont ensuite synchronisés pour faire accélérer le train au fur et à mesure qu'il avance. Le deuxième type est un moteur hydraulique, où un câble relie le train à un treuil qui va tourner sous la pression de fluide liquide produit par un moteur. Ça va donc tirer le train. Un moteur hydraulique est extrêmement puissant, et c'est pourquoi les montagnes russes les plus rapides du monde utilisent ce type de moteur. Mais bon, nous sommes plutôt intéressés par les montagnes russes qui fonctionnent sans moteur. Dans ces cas, le train, une fois ici en haut de la colline, aura accumulé un maximum d'énergie appelée potentiel, qui va, lors de la descente, être transformé en une autre sorte d'énergie appelée cinétique. L'accumulation de cette dernière est à l'origine de la vitesse du train, et donc la formule de l'énergie cinétique est 1/2 de mv carré, soit 1/2 multiplié par la masse du train multiplié par la vitesse du véhicule au carré. Ce transfert d'énergie se produit à chaque montée et descente d'une colline, et alors on peut ressentir le ralentissement lors d'une montée, puis l'accélération lors de la descente. Ces énergies varient au fil du parcours et sont en quelque sorte consommées par la friction entre les rails et les roues des wagons. Sans friction, le train conserverait son énergie et ne perdrait alors pas de vitesse. L'ensemble de ces 2 types d'énergie est appelé énergie mécanique. Et c'est pour cette raison que les ingénieurs cherchent à réduire le plus possible le contact entre les rails et le véhicule. Bien qu'il est possible de réduire considérablement la friction par des montagnes russes en acier, celles en bois, comme le monstre à la ronde, continuent à être fabriquées parce qu'elles produisent un effet de peur supplémentaire chez les passagers, qu'ils ont l'impression que l'installation est moins stable et cela les amuse. Bref, une fois au sommet, le train est entraîné vers la pente par la gravité et il commence sa descente. À partir de cette étape, le train ne dépend plus d'aucun mécanisme et il avance alors tout seul grâce à la gravité et aux énergies mécaniques. C'est alors ainsi qu'il parcourt tout le circuit par lui-même jusqu'à la station. Et voilà David, tu sais maintenant comment les montagnes russes sans moteur fonctionnent. C'était Yulen, ici à Issy-Brébeuf. Et maintenant, la personnalité de la semaine. Aujourd'hui, nous accueillons Monsieur Meunier, un ancien professeur de physique qui a décidé, bien qu'il vienne de Laval, d'accomplir de grandes choses. Il est devenu champion en trickshot de lançage de crayons. Oh, quelle heure est-il? C'est l'heure du meumeu de physique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette édition de Let's Get Physical. La semaine prochaine, revenez pour voir David qui va essayer de vérifier si, pour le bungee jump, une tige rigide en métal, ça marche aussi bien qu'un élastique. À la semaine prochaine.